Bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve au foyer royal du château de Versailles pour un nouveau numéro de VIP en compagnie de Léo Kesten. Bonjour Léo, merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors vous êtes professeur agrégé d'allemand, auteur, scénariste. Vous vivez à Versailles et si on vous reçoit aujourd'hui, c'est parce que vous avez récemment paru aux éditions Baudelaire votre dernier livre, Le manoir de Kerbrock. Alors l'intrigue se passe dans un manoir breton à l'apparence secrète. Qu'est-ce qui se cache derrière ce lieu, Léo ? Alors, ça se passe effectivement en Bretagne, parce que Kerbrock, plus breton que sa tumeur, et à Versailles aussi. Et ce qui se cache dans ce manoir, ce sont des secrets de famille un peu lourds. Et ce sont des secrets qui auront des conséquences terribles sur la vie de cette famille bien versaillaise, de cette noblesse bretonne qui vit à Versailles. Alors, Versailles, on sait que vous vivez à Versailles. La Bretagne, c'est aussi un endroit que vous connaissez bien ? Oui, du côté de ma femme, il y a des attaches en Bretagne. Et donc, le mot manoir, pour moi, a toujours évoqué quelque chose de mystérieux. Puis je dirais que, et ça je le dis aussi dans ce livre, tout le monde trouve que la pierre de granit est triste. Alors, quand il fait pas beau, elle est triste. Quand il pleut sur la pierre de granit, elle est luisante. À la limite, vous pourriez presque vous voir et avoir peur de vous-même. Mais quand il fait beau, vous observez dans les pierres de granit toutes sortes de couleurs. Du rose, et oui, du rose dans du granit, du vert. Et c'est une pierre qui change de vie en quelque sorte en fonction de la lumière. Et je trouve que pour illustrer mon propos, il n'y a pas mieux. Et justement, dans ce propos, vous parlez d'une femme battue qui cherche à s'émanciper. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu et pourquoi cette thématique de la violence aussi ? C'est une question qui est difficile. J'ai essayé de résumer. En fait, l'héroïne s'appelle Héloïse. Elle dépend de son mari, parce qu'elle ne travaille pas. Donc c'est lui qui ramène l'argent au foyer. Le schéma d'une société patriarcale, finalement ? C'est ça, c'est tout à fait ça. Et puis lui, il peut vivre sa vie puisqu'il a plusieurs usines. Et quand il n'est pas là, il mène la vie qu'il veut, même une vie privée qu'il regarde. Et elle est là à attendre son mari, à avoir les idées de son mari parce qu'elle est presque obligée d'avoir les idées de son mari. Et puis petit à petit, les choses se dégradent. Enfin, petit à petit, c'est pas vrai, parce que la violence en général dans un couple s'installe très vite. Et puis il y a de la violence. Le mari est violent. Dans tous les milieux, ça arrive. Et puis moi, je dirais qu'une femme très amoureuse au début du mariage ne doit jamais laisser s'installer ne serait-ce qu'une petite gifle. Donc ce couple se dégrade petit à petit quand elle prend conscience de sa propre existence à elle. En quelque sorte, elle sort de sa chrysalide, aussi bien sur le plan intellectuel, puisqu'elle va apprendre un métier pour devenir indépendante, que sur le plan sexuel, puisque le désir va renaître. Elle va retrouver sa liberté finalement. Oui, elle va retrouver sa liberté. À quel prix ? Parce qu'une séparation, ce n'est jamais anodin. Et puis elle a deux gamins, des adolescents, enfin c'est pas des gamins, des grands gamins. Des grands gamins, allez, des adolescents. Et on sait que parfois les adolescents, ça peut être un tout petit peu pénible. D'ailleurs, un jour, elle est tellement excédée qu'elle va voir son confident qui se prénomme Éloi pour lui dire « Ah, Éloi, j'ai besoin d'une coupe de champagne, mais mes ados me fatiguent, je vais creuser un trou dans mon jardin et je vais les y enterrer. » Et c'est comme ça que débute le livre, d'ailleurs. Voilà. Exactement. Pour revenir sur les enfants, justement, parce qu'on a parlé de cette thématique de la violence, mais il y a une autre thématique qui est importante dans votre livre, c'est celui de l'homosexualité qui concerne un des enfants et la difficulté pour certains parents de l'accepter. Est-ce que vous vouliez ouvrir justement à la réflexion avec cette thématique ? Oui, à tout prix et surtout à Versailles. Enfin, quand je dis surtout à Versailles, je vis à Versailles, mais enfin, vous le savez aussi, à Versailles, il y a eu beaucoup de personnes
pour être contre le mariage pour tous. Il y a eu à l'époque aussi beaucoup de personnes pour être contre le Pax. Enfin, c'est une société très traditionnaliste. Bon, j'imagine d'ailleurs que dans toutes ces personnes qui ont manifesté contre le mariage pour tous, ils ont dû avoir des enfants qui un jour ont fait leur coming out. Mais ça, j'ai pas de preuves. C'est un vrai sujet de société. Hein, Mais oui, et pour moi, finalement, c'est le garçon qui annonce son homosexualité. Et dans l'image paternelle, celui qui a des usines, celui qui voudrait que son fils reprenne les usines, et puis qu'il fasse, comme à Versailles, des prépas, hein, pour devenir ingé. À Versailles, on devient ingénieur, voilà. Et on fait Polytechnique, ou je sais pas moi. Des grandes écoles. Voilà, des arts et métiers, des grandes écoles, voilà. Et alors en plus, lui, il veut devenir pâtissier. Et en plus, il avoue son homosexualité. Le père, il faudrait lui mettre une civière pour qu'il puisse tout de suite tomber sans se faire mal. Avec ce livre, finalement, vous touchez des questions de société, vous remettez en cause et en question le système patriarcal. C'était l'objectif ? Oh, je n'ai pas eu d'objectif à proprement parler. Comment vous dire ? Alors, j'ai des idées, évidemment, sinon je n'écrirais pas. Mais je pars d'une phrase, je pars d'une idée. Et après que j'ai créé les personnages ont leur propre vie. Et ils m'entraînent là où je n'ai pas forcément voulu aller. Et cette Héloïse, finalement, je ne savais pas comment le livre allait terminer. Je ne connaissais pas la fin de l'histoire quand j'ai commencé le livre. Mais bon, ce sont tout de même des thématiques qui me tiennent vraiment à cœur. Chacun est libre de faire ce qu'il veut de sa vie. Personne ne doit se mêler de la vie privée de ses enfants. La vie privée de ses enfants les regarde. Il ne doit même pas y avoir un petit sourire en coin pour se moquer de son fils ou de sa fille qui est amoureux. Il faut vraiment les laisser vivre ces moments-là, mais qui sont merveilleux. Bon. Et puis la thématique du féminisme, sans exagérer. Hein, moi, je trouve que cette femme battue, son mari, est absolument inexcusable. Mais il ne faut pas non plus, à mon sens, je rejoindrai Catherine Deneuve là-dessus, qu'on n'ait pas le droit de dire à une femme qu'elle est belle. Alors ce livre, c'est Le Manoir de Kerbrok. Vous êtes aussi l'auteur de plusieurs livres, dont des best-sellers. Vous avez une particularité qui n'est pas commune chez les auteurs, vous êtes aveugle. Comment vous composez avec ça pour écrire ? Visiblement, ça ne vous met pas de barrière. Est-ce que je peux faire une blague ? Allez-y. Je ne vois rien, mais j'ai l'œil. Bon, plus sérieusement, j'ai toujours voulu travailler. Je veux encore travailler aujourd'hui, j'ai d'ailleurs un roman en cours et une commande de pièces de théâtre. Et il ne fallait pas que le handicap me cloue sur mon fauteuil en attendant la mort. Bon, non. Moi, je dois travailler, je dois rêver. Et j'ai toujours eu une longueur d'avance sur le handicap. Et quand je sens que les choses s'aggravent, je prends les mesures qu'il faut pour pouvoir continuer mon travail sans aucune interruption. Alors qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai appris le clavier de mon ordinateur par cœur. J'ai trouvé un logiciel qui s'appelle Apprenti Clavier. Alors l'apprenti clavier, on doit mettre son prénom, Léo. Vous commencez votre premier exercice, A, Z, E, R. Oh, c'est très bien, Léo. Tu n'as réussi l'exercice qu'à 80%. Tape sur Entrée pour recommencer. Il fallait que ce soit bon à 92%. Et à force de répétition, ça fonctionne. Voilà. Et puis, j'ai sur mon ordinateur un système... Vous savez, c'est comme l'iPhone. Sur l'iPhone, vous avez dans le menu Accessibilité VoiceOver. Je peux dicter mes messages, je peux lire mes messages. Eh bien, sur mon ordinateur, quand je tape, j'entends, et puis j'entends les fautes que je commets, mais je commets des fautes comme tout le monde. Mais à mon avis, je tape aussi vite que quelqu'un
allez, j'allais dire comme vous, mais je ne vous connais pas, donc je n'ai pas le droit de dire ça. Hein? Alors Léo, pièces de théâtre, romans, manuels scolaires, l'écriture, elle fait partie intégrante de votre vie, on l'a compris. Comment elle est venue cette passion pour l'écriture? Écoutez, je ne sais pas, parce que je me souviens, ça m'est revenu, vous savez, les vieilles personnes ont des rêves sur leur jeunesse, et je me souviens qu'à l'école, en fait, moi j'étais au lycée en Suisse, hein, je n'ai pas le bac, mais j'ai la maturité, ça se voit tous les jours, j'ai la maturité, qui est l'équivalent du bac. Et en fait, je me souviens quand j'étais au collège de Genève, le prof de français me disait toujours « Ah là là, c'est pas bon, vous avez quelque chose, mais c'est pas bon ». Et puis un jour, il m'a mis quand même un 12. Enfin, à l'époque, en Suisse, c'est pas 12, la meilleure note, c'est un 6. Il m'a mis donc un 4 sur 6. Donc, oulala, j'étais aux anges. Et puis, j'étais à la fac à Nanterre et j'ai toujours aimé les médias. Et au fond, en commençant dans les médias en Allemagne d'ailleurs, petit à petit, la passion de l'écriture m'est venue. Je termine, parce que je suis un peu bavard, mais je termine. J'ai commencé à la télévision allemande comme porteur de câbles en studio pour que ça ne fasse pas de bruit. Puis au bout d'un moment, j'ai dit au producteur « Ah, je m'ennuie, j'aimerais bien écrire une histoire. » Et vous m'expliquez comment on la met en image. Il m'a dit, disparaissez dans la bibliothèque. Dans une semaine, vous revenez avec cette histoire. Il l'a lu, il a trouvé qu'il y avait du potentiel. Il m'a accordé une journée alors qu'il était en plein tournage dans le studio. Et il m'a appris comment mettre une histoire en image. Après, il m'a dit, vous attendez, je propose ça au programme, au directeur des programmes. J'ai attendu du mois d'août jusqu'au mois de décembre. J'étais prof à Château-Thierry. J'ai rongé mes ongles jusqu'à l'os. Et un jour, j'ai reçu un télégramme, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de téléphone. Et en allemand, on me disait « Sehr gut, danke ». Très bon, vous pouvez écrire le scénario. Et de ce point de départ, vous avez fait de nombreux reportages historiques, culturels. Vous avez également suivi le Tour de France cycliste pour l'ARD, si je ne me trompe pas. Oui. Vous pouvez nous raconter un peu comment ça s'est passé? Oui, alors ARD, c'est la première chaîne de télévision allemande, mais moi je travaillais pour la troisième chaîne, les troisièmes chaînes, puisque c'est régional en Allemagne. Et en fait, un jour, j'avais fait un film historique sur l'histoire. Est-ce que vous êtes passionné d'histoire aussi? Oui, ah oui. J'ai passé d'une vie. Et j'ai fait un film sur la naissance du Tour de France en 1903. Et la naissance du Tour de France, ce n'est pas du tout une histoire sportive, c'est une histoire politique. La rivalité entre deux journaux, un journal qui soutient Dreyfus et un journal qui est contre Dreyfus, mais un journal sportif. Bon, le directeur de la télé avait vu ce reportage. Bon, puis un jour, je reçois un coup de fil de la première chaîne qui me dit « Tiens, est-ce que vous voulez venir à la présentation du Tour de France à Paris ?» La Société du Tour présente la boucle de l'année qui va venir. Bon, je dis « Ouais, pourquoi ?»« Vous verrez bien, allez, venez !» Je viens, j'assiste à la présentation. Ensuite, le directeur de la télé me dit « Voulez-vous venir dîner avec tous les journalistes ?» C'était donc des journalistes allemands. Moi, j'ai dit, oui, je parle allemand, ça m'amuse profondément. Puis tout d'un coup, il prend son couteau, il tape sur le verre et il dit, voilà, je vous présente Monsieur Kösten, il va faire une série qui s'appelle Tour Kultur, pas besoin de traduire, et c'est lui qui va réaliser 3 reportages par étape, culturels, touristiques, gastronomiques, pour accompagner le Tour de France cycliste. Et j'ai fait ça pendant 5 ans. Alors, vous avez été au service de la télé allemande, on l'a compris. Vous avez également une carrière dans les médias en France. Vous êtes l'auteur de fiction pour France Inter, Affaires sensibles ou encore Autant en emporte l'histoire. Comment elle s'est passée cette collaboration avec France Inter? Magnifique. J'ai pas de mots. Enfin, j'ai adoré, vous l'avez compris peut-être au son de ma voix, j'ai adoré tout ce que j'ai fait. Et j'adore tout ce que je fais encore aujourd'hui, sincèrement. Un
un jour, on me présente, à l'époque, le producteur des fictions sur Inter. C'était un hasard, on me le présente. Et puis, moi, en plaisantant, je dis « Oh, je vous écris une fiction. » J'en avais jamais écrit pour Inter. Je vous présente, je vous fais une fiction, un polar. Et le producteur de me dire « Léo, je vous prends au mot. Dans 3 semaines, je la veux sur mon bureau. » Ça fonctionne beaucoup comme ça chez vous, hein? Oui, mais oui. Honnêtement, notre métier, c'est pas parfois une affaire de circonstances. Hein? Alors, le tout, c'était de tenir la gageure. Bon, au bout de 3 semaines, il reçoit ma fiction, qui parlait d'un meurtre à la fac de Saint-Quentin en Yvelines, où j'étais prof, et puis ça a été diffusé. Et je vais vous dire, le meilleur moment pour moi, alors c'est l'écriture évidemment, mais c'est quand je suis dans le studio pour le minutage, que tous les comédiens se sont emparés de mon texte et qu'ils le disent. Le métier de comédien est un vrai métier, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est un vrai métier. Et quand ils s'emparent de votre texte, écoutez, c'est narcissique, c'est jouissif. Et quand j'oublie que c'est moi qui l'ai écrit, alors là, je me dis vachement, mais qu'est-ce que c'est bon. Hein? Et du coup, de fil en aiguille, j'ai fait des polars, j'ai fait des fictions historiques. Je passe sur Miro, sur l'université que les nazis avaient créée à Strasbourg pendant la Seconde Guerre mondiale, sur Niki de Saint-Phal, etc. Encore Niki de Saint-Phal, encore une femme que je trouve extraordinaire, une très belle femme, mannequin, et qui a été violée par son père. Donc, oui, c'est une collaboration. Puis je me suis toujours bien entendu avec les producteurs. Un travail intensif, vous savez, car moi je ne peux pas lire. Je lis avec mes oreilles. Donc, pour me cultiver, en amont, il y a un travail de fond, comme le coureur de fond, comme un marathon, avant d'être maître de mon sujet. Et alors, petite question, donc vous avez une carrière en Allemagne, puis en France. Comment vous êtes arrivé en France, et plus particulièrement dans le département des Yvelines, et ici à Versailles? On a vécu donc en Allemagne. J'étais détaché au ministère des Affaires étrangères, c'est-à-dire à l'ambassade de France à l'époque à Bonn. Bon, mes enfants ont baigné dans la langue allemande que j'aime tant, la musique allemande que j'aime tant. Bon, et dans l'idée de revenir en France, j'ai pensé à mes enfants et à des lycées qui pourraient les accueillir. Parce qu'à l'étranger, on ne peut pas rester plus de 2 fois 6 ans. Puis moi, j'avoue que je ne m'entendais pas trop bien avec mon conseiller culturel, et donc j'ai démissionné parce que j'ai été élu à l'université qui n'était pas encore l'université de Versailles-Saint-Quentin, qui dépendait à l'époque et de Nanterre et de Jussieu. D'accord. Et en fait, du coup, ma fille, par exemple, a été admise au lycée franco-allemand de Buc. Et par conséquent, moi qui étais prof à Saint-Quentin, elle qui était au lycée franco-allemand, mes 2 garçons, l'un qui était en musique à Rameau, au collège Rameau, et l'autre qui était à Auch, je me suis installé à Versailles. Et vous avez retrouvé ce fort lien qu'il y a entre les Yvelines et l'Allemagne. Oui, oui, puis l'Allemagne, j'y suis pas retourné là depuis un certain temps. Je continue d'ailleurs à travailler pour l'Allemagne, notamment j'ai un éditeur de livres scolaires en Allemagne qui continue à me demander des trucs, et puis qui sait, je ne vois rien, je vous ai dit, mais j'ai l'œil. Ouais. Peut-être ferai-je à nouveau de la télévision à l'occasion des Jeux Olympiques, qui sait? Eh bien, c'est ce qu'on vous souhaite. Dernière question, Léo, vous vivez à Versailles, donc on l'a dit, vous êtes mécène de l'Opéra Royal. Pourquoi avoir voulu vous investir dans cet opéra, dans ce patrimoine qu'est Versailles? Un jour, ma dermato de Versailles me dit « Mais vous qui aimez tant la musique, pourquoi vous ne deviendriez pas mécène? Vous verrez,
vous êtes invité à des spectacles, vous vivez la vie d'une association. Ben, je me suis dit, ah bon, comment on fait? Elle m'a donné des indications pour m'inscrire et je suis devenu l'un des mécènes de l'association Adore, les Amis de l'Opéra Royal, où je viens régulièrement, comment dire, écouter, parce que les spectacles qui sont donnés aussi bien dans la salle qui jouxte le foyer qu'à la chapelle où on donne des musiques religieuses, hein, c'est de tout premier plan ce qui se fait ici, c'est de tout premier plan. Et l'autre jour, j'y étais pour la Passion selon Saint Matthieu de Jean-Sébastien Bach, hein, je suis prof d'allemand quand même, hein, Bach, j'en ai pleuré, tellement c'était beau. Et en plus, je ne vois pas, mais quand vous entrez dans la chapelle, je ne sais pas, mais vous êtes quand même... Une sensation particulière. Ouais, ah ouais, c'est incomparable. On a cette chance quand même à Versailles. Ouais. Donc voilà, et si le président de l'association m'entend, il ne va pas être content de moi. Je n'ai pas encore payé ma cotisation de l'année prochaine. Ça viendra. Oui, ah oui, 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 oui. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci Léo Kesten de nous avoir accordé cet entretien et à bientôt pour un nouveau numéro de VIP.